Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax fait par des fans pour des fans. Et ce soir, c'est un tête-à-tête qui m'attend, un tête-à-tête avec Osvaldo. Salut Osvaldo. Salut Mirko. Alors, ce soir, c'est l'épisode 32, et puis au programme de cet épisode, c'est à nouveau un programme assez léger. On a besoin un peu de légèreté ces temps, l'équipe de Xamcast, donc on va vous débriefer le match du 25 avril contre le FC Thun à la Maladière, et puis on parlera aussi de notre prochain adversaire avec un déplacement du côté du Tessin qui nous attend. Voilà, sur ce, Osvaldo, on va pas y aller par quatre chemins et on va directement commencer avec le débriefing du match. Durant le dernier week-end, c'était la 32e journée en Challenge League. On attaque vraiment la dernière ligne droite de ce championnat. Et puis, à cette occasion, c'était un gros morceau qui se déplaçait à la Maladière, ni plus ni moins que le leader de cette Challenge League, le FC Thun. Et puis, un FC Thun qui a fait subir la loi à Neuchâtel Xamax. La logique du classement a été respectée ce soir. Les Oberlandais se sont imposés 2-0 à la Maladière. Alors, les réactions de nos auditeurs, on en a eu 5. On a Luigi qui nous dit logique, du plus fort respecté, rien à redire. Adri, lui, il était un petit peu plus énervé. Une catastrophe, équipe sans âme, sans motivation, ça commence à bien faire. Grégoire M qui nous dit la logique est totalement respectée, et donc il est d'accord avec Luigi. Serge aussi, il est d'accord, on peut juste constater le chemin à parcourir pour être promu. Et puis Grégoire, notre Grégoire habituel, qui dit voilà pourquoi et comment Toon sera champion. Voilà, c'est les réactions qu'on a eues, Osvaldo. Il y a quand même une tendance qui se dégage de 4 des 5 réaction. On y reviendra, on développera ça un petit peu à la fin, mais comme nos auditeurs, Osvaldo, on n'a pas été surpris par la physionomie du match. Et on peut même dire, Osvaldo, que le score de 2-0 pourrait presque être assez flatteur pour Samax, tant par moment la domination de Toon était, la supériorité de Toon était évidente. Oui, alors pas surpris par le fait que Toon soit supérieur à nous, ça on le sait, et on sait la différence qu'il y a entre eux et nous. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont premiers, il n'y a pas de problème. Maintenant, je pense qu'il y a effectivement un juste milieu entre on pouvait rien faire et équipe sans âme. Si je prends les réactions des auditeurs, je pense qu'il y a, voilà, il y a mais on va le développer dans la suite du débrief, mais c'est des choses qu'on répète souvent ces derniers temps. Et je crois que dans ce genre de match-là, on voit que face à une future équipe de Super League, la moindre petite erreur, elle a des conséquences énormes qui sont peut-être pas qui ne se retrouvent peut-être pas dans les mêmes proportions face à des adversaires plus faibles. Oui, ça a été un match compliqué, surtout en première mi-temps. Alors, on va dire que dans le premier quart d'heure, Osvaldo, on sentait quand même une maîtrise, une supériorité de Toon. Que Samax ne s'est pas créé d'occasion, eux pas franchement non plus, mais ils venaient nous presser très haut, on avait de la peine à construire. Et puis, voilà, on sentait qu'il y avait une équipe qui était plus à même d'accélérer que l'autre, c'était Toon. Mais jusqu'au quart d'heure, c'était pas flagrant non plus, hein. Ils nous ont pas dansé dessus dans les premières minutes. Et puis, je dirais que le tournant du match, déjà, il vient à la 16e minute avec voilà, ce penalty concédé par Cabral sur Rastoder, dans une action où on s'est un peu fait balader, Osvaldo, quand même. Oui, on se fait un peu balader. En plus de ça, Cabral fait une faute alors que Aïroulaou est pas loin de lui. Et selon moi, en revoyant l'action, il est mieux placé pour intervenir que Cabral qui est déjà battu. Et c'est un peu symptomatique finalement de la précipitation, du manque de confiance individuelle, mais du manque de confiance aussi collective, le manque de confiance en ton coéquipier
de secteur et ça donne un penalty franchement bêtement concédé et naïvement concédé déjà très tôt dans le match. Et c'est sûr que si la tâche initiale est difficile, là la pente elle prend quelques dizaines de pourcents de plus à gravir parce que voilà quoi, 1-0 après un quart d'heure, un peu après un peu plus d'un quart d'heure, c'est sur ce genre d'action-là, c'est pas Hmm. ça qui allait le relancer. Ouais, ouais, effectivement, je suis d'accord avec toi. Enfin, il était plus en position vraiment d'intervenir. Alors la faute, elle est pas violente, elle est pas scandaleuse. Il a pas Elle est naïve. découpé le joueur de Toon, mais elle est quand même là. Et le penalty, il est indiscutable. D'ailleurs, les joueurs ont protesté un peu pour la forme, comme à chaque fois qu'on concédait un penalty, mais au final, il n'y a pas eu non plus de protestations véhémentes. Dans le public, on avait compris hein, il y avait clairement faute. Moi, j'ai regardé encore rapidement les images sur le coup, et puis la faute, elle est évidente. Et le penalty est magnifiquement transformé par Bertonnet. Il avait, on va dire, bien retenu la leçon de son coéquipier Ibaï au match précédent, qui avait tiré le penalty à mi-hauteur et relativement peu fort, donc assez facile, entre guillemets, arrêté pour Omer Agic. Là, il a tiré ras le sol, c'était sec, enfin, c'était une frappe. Même si Omer Agic, au dernier moment, on la voit partir de ce côté, mais c'est tellement bien tiré, bien sèchement tiré que c'était inarrêtable. Finalement, il l'a pas mis complètement sur le côté droit d'Omer Agic, juste un tout petit peu, mais ça a suffi. Une belle transformation. Et puis alors à partir de là, il y a eu quasiment jusqu'à la mi-temps hein, une domination insolente de Toon. À la 19e, voilà, on a passé tout proche du 2-0 sur une perte de balle de Hussein Touati. Et puis c'est finalement Castroman à la conclusion de l'action, mais là, Edin Omeragic fait, à mon avis, un de ses premiers gros arrêts du match. Là, il maintient vraiment l'équipe encore dans le match à ce moment-là, hein, Osvaldo. Mais à ce moment-là, on sentait que, ben, franchement, on était beaucoup plus proche d'un 2-0 que d'un un partout, Osvaldo. Oui, puis surtout on voit l'équipe qui est complètement, déboussolée par cette ouverture du score et qui est déjà absente, qui est en retard dans tous les duels, qui est en retard sur tous les ballons et les Toulnois ils arrivent à s'intégrer dans nos 16 mètres et à faire irruption dans nos 16 mètres comme, comme du couteau dans du beurre, comme on dit chez moi. Donc, c'est sûr que Ouais. c'est un petit peu, voilà quoi, la facilité avec laquelle l'édifice s'est à nouveau lézardé vendredi fait assez peur à voir, pour être très honnête. Oui, et puis ce qui devait arriver arriva à la 27e minute, c'est le 2-0 de Toon, Osvaldo. Oui, oui, le 2-0 avec cette passe initialement en profondeur, pas une passe en profondeur freinée de Reichmuth qui arrive dans les pieds de Rastoder, qui trompe Omeragic, mais qui trompe Omeragic au milieu d'une défense totalement immobile, totalement statique. Je veux dire, je crois que c'est Pito hein, qui est ou Non, il ne Airolaou, jouait pas à Epito. pardon, Il était blessé. Airolaou qui est complètement pris de vitesse par Rastoder et qui est complètement immobile, qui pense pouvoir récupérer le ballon tranquillement, puis qui se fait passer devant par Rastoder qui avait allez, un bon demi-mètre de retard sur lui. Et ça l'empêche pas de pratiquement d'aller marquer au petit trot. Moi, quand j'ai vu ça, Hmm. j'ai vraiment craint la très très grosse débandade et la très très grosse casquette. Je te le cache pas. Oui, moi j'ai craint ça aussi. Alors moi, je voulais souligner sur ce but. euh, alors pour moi, la passivité de l'équipe, elle est aussi liée au fait que qu'est-ce qui provoque l'action tournoise en fait? C'est Touati qui a le ballon sur le côté droite. Et puis, on sent que il a l'occasion de relancer côté gauche, de verticaliser le jeu côté gauche pour permettre à Xamax de éventuellement partir, eux, dans un jeu de transition rapide. Et en fait, les Toulnois le pressent très haut. Alors, je pense qu'il a, à mon avis, une seconde ou deux où il peut adresser cette passe, mais comme il ne le fait pas, après, c'est trop tard. Il a des joueurs de Toon. Et à ce moment-là, il avait deux possibilités. Soit il repartait sur une passe en retrait. Et à mon avis, là, on a le défenseur qui recevait le ballon allongé directement parce que Toon pressait très haut.
ou alors le choix qu'il a fait d'essayer de conserver le ballon et de passer le ballon au pied. Et en fait, il a perdu le ballon. Et là, l'équipe était en train le reste de l'équipe, la défense, était en train d'avancer. En fait, on avait un ballon plutôt offensif à négocier. Et là, les Toulnois jouent très bien le coup, mais c'est un peu trop facile, comme tu dis. Ils récupèrent le ballon très haut et eux, ils sont dans l'action et nous, on est dans la réaction. Et comme souvent, malheureusement, dans cette saison, notre jeu en réaction défensif il est insuffisant. On n'arrive pas à anticiper les passes ou les mouvements de nos adversaires. Et surtout, quand ça arrive après dans les pieds de l'attaquant, on n'arrive pas à le contrer. Il n'y a jamais un gars qui vient, qui se jette, alors faire une faute là, bah, évidemment, ça aurait donné un deuxième penalty, mais je veux dire, on aurait pu se jeter ou autre pour l'empêcher de cadrer, parce que bah, tous les tirs qui sont pas cadrés ne donnent pas des buts, quoi. C'est une évidence. Mais et du coup là, bah, Rastoder, il se trouve en bonne position, il bat Omer Agic. Ah, Omer Agic, pour le coup, il peut rien, et puis il est extrêmement mécontent du comportement de sa défense. Et puis, tu l'as dit, et on est d'accord là-dessus, à mon avis, à juste raison. Enfin, on sait que les adversaires vont chercher comme ça les triangulations rapides, si possible les passes aussi entre les défenseurs centraux et les deux milieux axiaux, là, qui étaient Bamba et Fakic sur ce match, en tout cas sur la première mi-temps. Mmh. Et du coup, ben voilà, on voit nous, personnellement, je sais pas toi, depuis où tu étais placé, Osvaldo, mais nous, on arrivait presque à dire: «Ah ouais, il va la mettre là, il va la mettre là». Alors, depuis l'extérieur, c'est plus facile que sur le terrain, hein, ça, on est d'accord. Mais, on sait quand même que la finalité, ça va être de trouver soit un ailier qui plonge, soit l'avant-centre dans un système comme le leur, hein. Ils étaient en espèce de 4-3-2-1. Et voilà, bah non, ça arrive sur Rastoder et puis voilà, il arrive à cadrer sa frappe, à la mettre au bon endroit et puis ça fait 2-0. Et comme toi, bah, je me suis dit: «Ouf, si Toon maintient cette pression sur tout le match, on va prendre comme Ville le même tarif». Ils avaient pris 7-0, hein, faut le rappeler, à la 31e journée. Donc à ce moment-là, on n'est pas bien du tout. Et puis, bah, on a encore une grosse, grosse alerte à la 39e. Et là, on va souligner les réflexes vraiment excellents d'Edin Omeragic sur cette action, Osvaldo. Ouais, ouais, ben, lui est peut-être le seul qui est un tantinet resté dans son match malgré ou l'un des seuls en tout cas qui est un tantinet resté dans son match malgré les deux buts encaissés en première mi-temps et les très très grosses difficultés rencontrées. Et là, il fait un magnifique arrêt à bout portant sur cette tête tounoise. C'était un retourné, en fait. On a un Oui, joueur c'est un qui arrive retourné, à faire un effectivement. retourné à 5 mètres sur un corner. Voilà, de nouveau, on peut pas laisser autant de liberté si le joueur fait un retourné et qu'il y a quelqu'un au marquage, l'arbitre siffle jeu dangereux. Mais là, Voilà. il est à bout portant, il est dos au but, certes, donc il choisit de faire un retourné. Et puis là, Omer Agic fait un arrêt de grande classe, mais c'est symptomatique. Tu peux Ouais, mais pas laisser un adversaire faire un retourné à 5 mètres devant ton but. il a tout le temps il a tout Ouais, le temps de le réaliser et il est absolument pas dérangé du tout par, excusez-moi, pardon, ouais, ouais. par les adversaires. Il est complètement seul et enfin, on est en plein dans le problème de cette saison, c'est qu'il y a la plupart des équipes de Challenge League qui réussissent à nous mettre un 2 buts par match. Finalement, la moyenne qu'on a souvent eue cette saison, elle a été respectée vendredi soir. Mais on a les mêmes problèmes face aux équipes les plus faibles, hein. Je veux dire, si on prend des équipes comme Schaffhouse et Bellinzone et qu'elles se donnent un minimum, elles entrent pratiquement dans nos 16 mètres avec la même facilité que Toon. Donc ça, c'est sûr que il y a, enfin, c'est l'un des gros, gros, gros chantiers, je pense. Si Breza nous dit qu'il est en phase justement d'évaluation pour la saison prochaine, je pense que la première chose qu'il va très certainement demander, et à l'équipe de renforcer son jeu défensif et éventuellement au club de pouvoir aller prendre des joueurs qui nous permettent d'être plus sereins derrière, parce que c'est hallucinant là, la facilité avec laquelle notre défense elle se fait transpercer, quoi.
Ouais, totalement. Et là, on passe très proche du 3-0, plus rien jusqu'à la mi-temps, mais à la mi-temps, le sentiment, il est quand même, on est à mi-chemin entre l'impuissance parce qu'on n'a vraiment rien réussi à provoquer en première mi-temps, et puis la crainte que on prenne encore deux, trois buts en deuxième mi-temps et que ce match se termine en correction, hein. Tu le disais, on pouvait s'attendre à perdre contre Toon, mais personne ne voulait qu'on se fasse corriger. À la mi-temps, Anthony Breza effectue deux changements. Alors, et du coup, avec un changement tactique, enfin de repositionnement des hommes, Hussein Touati est sorti à la mi-temps. Il a vraiment passé une très très mauvaise mi-temps, hein. Les Toulnois étaient vraiment sur lui, hein. Ils ont compris qu'il pouvait amener le danger et du coup, il ne lâchait pas d'une basque. Et puis, on a senti sa confiance s'étioler sur la mi-temps. Donc, j'étais pas surpris qu'il sorte à la mi-temps. Le deuxième changement, c'est la sortie de Gunnarsson. Donc, Gunnarsson qui a ressenti des douleurs principalement à la cheville en lien avec le terrain synthétique. Donc, on n'a pris aucun risque avec lui. Et puis, ils ont été remplacés par Coro Koné et Francesco Lentini. Et on va quand même parler de ça, Osvaldo, parce que ils ont été en vue quand même. Coro Koné et Lentini, on va dire que ça a été les hommes les plus dangereux de la deuxième mi-temps pour Xamax. Oui, bah, c'est-à-dire ils ont fait ce qu'ils ont eu à faire en tant que nouveaux entrées dans une équipe qui est à la rue. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de lancer une révolte. Maintenant, c'est vrai que même avec ça, on a affaire à un Toon qui n'a jamais peut-être donné véritablement sur plusieurs matchs cette sensation de totale maîtrise, mais qui en même temps est un leader serein et qui se laisse pas secouer pour autant une fois que le match est pratiquement gagné. Je pense qu'ils viennent aussi à la Maladière, si je me mets dans la peau des Tournois, je pense qu'ils viennent aussi à la Maladière avec la conscience que Xamax est une équipe qui, dans un bon jour, avec les joueurs qu'ils ont, peut leur faire du mal. Ça a été le cas la saison passée, ça a été le cas dans les matchs cette saison, même si on sort avec 4 défaites. Donc voilà, ils ont eu un comportement du leader serein qui respecte l'adversaire, mais qui panique pas pour autant à la moindre secousse. Et ça a rien changé sur le tableau d'affichage au final. Non, on va noter une bonne frappe de Koné à la 50e, hein, finalement au début de deuxième mi-temps, avec un arrêt impeccable de Steffen sur le coup. Et puis à la 66e, bah, Koné se mue cette fois en passeur. Il transmet à Lentini, qui bon, fait un contrôle un petit peu trop lent et du coup il est plus en position optimale et il adresse un tir rater. Euh, et voilà, qui est sans danger pour Stephen. On notera aussi une frappe un peu vicieuse et flottante de Fer à la 74e minute et un nouveau bon arrêt de Meragic. Il fallait rester vigilant parce que la balle avait vraiment une trajectoire très vicieuse. Mais ça a été assez trop léger, j'ai envie de dire, mais ça a été trop léger parce que Toon était vraiment en maîtrise. Cette maîtrise, on l'a pas senti. Il faut le rappeler, ils avaient gagné les trois premiers matchs, mais ils ont gagné à chaque fois par un but d'écart avec des scénarios qui auraient pu tourner en notre faveur. Donc, on les a vraiment pas du tout sentis en maîtrise malgré ces trois victoires contre nous sur les premiers matchs. Par contre, là, sur ce match et depuis quatre matchs, j'ai envie de dire, en fait, ils ont gagné contre nous à Toon 2-1 ce match. On l'avait débriefé, on avait senti que voilà, les petits détails avaient tourné du côté de Toon, mais on aurait pu ramener quelque chose. Ensuite, ils ont perdu 3-0 à Lausanne contre le SLU, mais depuis, ils alignent quatre victoires et des victoires vraiment, vraiment impressionnante, hein. Donc voilà, ils ont battu Chafouz 3-0 proprement à domicile. Ils ont gagné 2-0 à Nyon. Ensuite, ils battent Ville 7-0. Et là, ils nous battent 2-0. Donc, c'est quatre victoires. Aucun but encaissé. Donc, je pense que voilà, Et une sacrée ça ribambelle qui s'explique. marque et une Une sacrée sacrée ribambelle. série, hein, Ouais, ouais, ouais. C'est pour, pas comme tu dis 4 clean sheets, ouais, voilà, 4 fois 1-0, 4 fois 2-0. Il y a une raclée quand même assez
assez grande qu'a ramassé Ville, à qui il est jamais facile de mettre des raclées. Déjà, c'est très très difficile pour certaines équipes de les battre tout court. Mais C'est ça. en plus de ça, c'est pas une équipe qui prend facilement des raclées. Encore, tu me dis que dans cette série-là, ben, il y a un 7-0 à Chafouz ou à Nyon. Ok, mais en soi, dans les buts encaissés, Nyon on a pris juste 5 de moins que Ville. Donc, mais c'est un petit peu. Je pense ils ont senti finalement que si Haro leur avait soufflé dans le cou pendant une partie du deuxième tour, enfin, une partie entre la fin du premier tour et le début du deuxième, je crois qu'ils ont pris conscience ces dernières semaines aussi que peut-être Haro était en train de caler, puis qu'ils se sont dit, bon, voilà, quoi. Il y a eu certainement une prise de conscience pour qu'à ce stade-là de la saison, il y ait une telle série et que l'écart se fasse d'un coup, s'agrandisse de cette façon-là. Je pense que sans prise de conscience collective, c'est impossible de faire une série pareille à ce stade de la saison avec aussi peu de certitude démontrée, je pense. Ouais. Non, non, mais voilà, c'est totalement logique. Alors, Toon fait le job sur cette fin de saison. On va dire que Haro ne fait que partiellement le sien. Ils sont sur une série de matchs nuls impressionnante avec beaucoup de remontada pour eux. Encore ce week-end, ils ont pris un autogol à la 94e. Enfin, ils se sont mis un autogol à la 94e minute du match. Mais sur ce match-là, du coup, Toon était en totale maîtrise. On n'a jamais senti que Samax euh, pouvoir revenir au score. Et si tout d'un coup on était revenu au score par une belle action ou un exploit individuel, une frappe de 30 mètres, quelque chose voilà, qui serait un peu d'ordinaire, je pense que tout n'aurait remis l'ouvrage sur le métier. Soit ils nous auraient privé de ballon, comme ils savent le faire par moment, soit ils auraient accéléré de nouveau et ils auraient Ouais, marqué un troisième but et puis c'était terminé. Mais ils nous ont laissé venir, ils ont vu qu'on n'était pas tellement menaçant, on a été un peu mieux qu'en première mi-temps, mais le tempo du match, c'est clairement eux qui le donnaient, c'était pas nous. Donc, c'est ça. vraiment, ouais, c'était logique. Et du coup, on va, pour terminer ce débriefing, on va développer un petit peu la thématique que nos auditeurs ont amenée, hein, finalement, la logique de la saison, la logique du match, le chemin qu'il nous reste pour être une équipe qui se bat pour la montée en Super League. La logique de ce match-là, ça a été la logique de la saison. Alors, en guise d'amuse-bouche pour cette conclusion, Osvaldo, j'ai envie de te donner un petit chiffre. Mercato d'été, Toon, 6 arrivées, 3 départs. Xamax, 14 arrivées, 19 départs. Mercato hiver, Toon, 3 arrivées, 4 départs de joueurs qui n'avaient pas de temps de jeu. Xamax, 5 arrivées, 3 départs. Voilà. Qu'est-ce que ça Franchement, t'inspire tout ça? ah, mais on a tout dit. Je veux dire, c'est un petit peu, parce qu'on parle aussi un petit peu chez nous de ce rebrassage continu de contingents. Finalement, même si ça peut paraître un petit peu insultant ou en tout cas pas insultant, mais le parallèle peut paraître un petit peu, peut paraître un petit peu disproportionné par ces temps-là, mais le seul club roman des quatre plus gros clubs romans historiques qui réussit à finalement à s'installer, pas en Challenge League, mais en Super League depuis quelques saisons. C'est un club qui a réussi à signer des tauliers longue durée, même avant de rejoindre la Super League. Et ça, je veux dire, on est incapable de le faire. Donc, à partir de là, c'est assez compliqué de pouvoir se réjouir de succès futurs et d'être positif à long terme si cette politique de machine à laver continue, quoi. Oui, et enfin voilà, cette manque de continuité dans le contingent, on l'évoque depuis, enfin c'est un problème depuis plusieurs saisons, hein. Je veux dire, c'est pas juste cette année où on a eu beaucoup de départs et d'arrivées parce que voilà, il y avait une fin de cycle ou autre. Enfin, c'est un problème qui est récurrent. Et puis, dans le football moderne, c'est impossible de construire une équipe extrêmement compétitive sur une saison. C'est un Oui. processus qui mûrit comme ça, qui vient sur plusieurs saisons. Toon, ils sont redescendus.
en Super League il y a quelques années. Ils ont eu un projet voilà, de financement de l'étranger qui n'a finalement pas abouti. Ils sont repartis par la case des jeunes sur un projet un peu plus local. Et puis voilà, leur produit il mûrit depuis 3, 4 saisons. Ils ont fait des saisons aussi pas top, hein, où ils ont terminé dans le ventre mou de la Challenge League. Et puis on sent comme ça cette montée en puissance sans un FC Sion magistral et puis un Grasshopper ultra réaliste en barrage, ben, il serait peut-être déjà monté l'an dernier, mais il y a de la continuité avec Mauro Lustrinelli, avec un effectif qui change peu, et puis les changements, ben voilà, soit enfin, dans les transferts sortants, c'est par exemple c'est Daniel Dos Santos, c'est un joueur qui avait le niveau pour la Super League, donc c'est des départs qui sont logiques, qui s'inscrivent aussi dans un plan ouais, de sécurité financière, d'amener des fonds dans le club. En Suisse, tous les clubs vivent là-dessus. Les clubs de Challenge League vendent leurs talents. S'ils sont pas prêtés, ils vendent leurs talents aux clubs de Super League et les clubs de Super League, ils vendent leurs talents à l'étranger. C'est comme ça que fonctionne notre championnat. Donc, c'est des départs logiques. Nous, c'était beaucoup des fins de contrat qu'on n'a pas prolongées ou les joueurs, peut-être, eux, n'ont pas voulu rester. J'ai lu un message très intéressant sur le forum, Xamax Forum, qui a été écrit par Berthier, qui est un de nos auditeurs, on le salue. Alors lui, il a développé un point, un vue intéressant. Je fais pas souvent ça, reprendre les idées formes, mais quand je le fais, je cite les personnes. Il évoquait 4 ingrédients comme ça, les plus importants pour réussir sur la durée d'une saison. Il parlait de talent individuel au-dessus de la moyenne et capable de faire les différences, d'avoir une équipe qui travaille fort, toujours ensemble, d'avoir un mental qui permet de ne pas flancher à la moindre contrariété et d'avoir une continuité et une régularité. Il va de pair aussi avec le mental. Je cite son message entièrement. Voilà, qu'est-ce que ça t'évoque d'entendre ça, Osvaldo? Moi, j'ai beaucoup apprécié parce que je trouvais que ça résumait assez bien en 4 points les ingrédients, le succès pour atteindre un objectif qui est soit la promotion quand c'est possible d'avoir une promotion, soit pour gagner un titre quand on évolue dans le plus haut niveau de notre pays. Mais il y a tout là-dedans, je trouve. Il y a tout, mais nous, si on se rappelle un petit peu et si on fait un petit peu de, si on n'a pas la mémoire trop courte, si on a réussi à gravir les échelons, on va dire dans les années juste après la faillite, et puis qu'on a réussi à monter comme on est monté, si on a réussi sur les 3 saisons de Challenge League à ne jamais faire moins bien qu'une deuxième place, c'est parce que la continuité était de mise. Alors on a juste eu ce changement avec Michel de Castel qui est arrivé en octobre de la première saison parce que son prédécesseur Roberto Catilla n'était plus était finalement un entraîneur formateur mais qui n'avait pas les épaules suffisamment larges. Et c'est pas une critique enfin c'est pas méchamment que je dis ça, mais je pense qu'il était il était arrivé au bout de ce qu'il pouvait tirer de ce projet. Ouais, Mais complètement, ouais. on sentait une continuité. Je veux dire, on avait la recrue phare, on va dire, de l'été. Dans quasiment 9 cas sur 10, c'était un ancien joueur du club, mais qui était prêt à encore donner quelque chose pour ce maillot. Mais la colonne vertébrale, je veux dire, les premiers Neuchâtelois, ils sont revenus en première ligue classique à l'époque. Oui, oui. Euh, et on a Laurent fait Walter, Mike Gomez, et la- Charles-André et la- Boudin, et Kylian avec ces mecs, Michi, ils sont et venus avec là, ces, hein. deux- avec ces mecs-là, on a fait 2 promotions. Donc, avant de faire la troisième décisive. Donc, à un moment donné, c'est pas, je veux dire, les joueurs qui répondent sur une saison, puis qui, malgré le fait qu'ils se font un petit peu emporter par la vague négative de l'équipe, ben, tu sens qu'ils tiennent un peu, ils tiennent un peu le vestiaire, ils tiennent un peu le contingent. Ils ont soit ils ont cette âme de leader, soit on va dire, morale, mentale, soit technique. Mais tu dois les blinder, et tu dois les blinder de 3 ans, et puis tu dois pouvoir dire je compte sur toi. Après, s'ils te disent non, c'est une autre histoire, mais j'ai pas cette impression qu'on a cette envie du point de vue du club d'installer quelque chose sur la durée et de faire confiance aux gens sur le long terme. Et ça, je pense que ça explique aussi que beaucoup d'entraîneurs jettent l'éponge
les plus titrés, ou en tout cas ceux avec le meilleur CV, comme ceux avec le moins bon, sans citer de nom. Ouais, ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. Alors, je pense que c'est une thématique qu'on aura l'occasion de développer dans notre bilan de fin de saison, une fois que la saison sera terminée. Mais voilà, on a déjà quelques éléments, en tout cas, qui ont montré là où se situait la plus grosse différence entre le FC Thun et Neuchâtel Xamax sur cette saison. Parce que je pense que si on prenait les talents individuels au-dessus de la moyenne capables de faire la différence, pure, hein, je pense qu'il y en a autant côté Neuchâtelois que côté Toulnois. Objectivement. Je pense aussi, ouais. Ouais. Objectivement. Et on Donc, a des joueurs qui s'ils évoluaient dans pas mal d'autres clubs de Challenge League sans forcément citer Toon, mais ils seraient en train de jouer la ouais. tête là en ce moment. Et, et, Ouais, euh, raison, ouais. et, Ouais. et finalement, on voit souvent des critiques sur les réseaux sociaux ou si on tend un peu l'oreille au stade à la fin des matchs, qui sont purement des critiques visant individuellement les joueurs, hein, et leur qualité de footballeur, alors que la problématique n'est pas là, n'est vraiment pas là. Je pense que cette année, surtout, le contingent est de qualité. Si on prend le CV des joueurs et le niveau qu'ils ont pu avoir sur d'autres clubs que Neuchâtel, ou même sur d'autres saisons à Neuchâtel, pour ceux qui sont au club depuis quelques années, c'est des joueurs, on était contents, certains, enfin, de les voir rester. Je veux dire, ces joueurs-là, quand ils ont signé des prolongations, donc voilà, la problématique est ailleurs et le FC Thun, dans ce sens-là, est un club qui est très inspirant depuis quelques années dans cette Challenge League parce qu'il faut le rappeler, Osvaldo, mais je sais qu'à toi, il n'y a pas besoin. Ils sont descendus en Challenge League la même année que nous, hein. Ouais, et puis même Ouais, je veux dire dans les années de Super League, dans les années 2010, c'était souvent un club qui était érigé en exemple de stabilité. Moi, je me ouais, rappelle au moment où on se sépare de Michel de Castel en 2019, il se trouve que la même semaine, sur les ondes du diffuseur, sur le plateau du diffuseur officiel du championnat, le consultant qui est là le soir pour parler justement du renvoi de Michel de Castel, il s'agit de Claude Riff. Et qui avait déjà eu plusieurs expériences de, de consultant à part Blue, hein, qui était à l'époque encore Téléclub, et qui ouais, disait ça fait 18 mois que je suis avec vous sur Téléclub. Il y a eu 11 équipes de Super League, puisqu'il y a eu 10 équipes plus une promue. 10 changements d'entraîneur. Le seul entraîneur qui est resté depuis 18 mois en poste, c'est Mark Schneider au FC Thun. C'est mm, pour ça que je reprends cet exemple, parce que Thun est déjà à l'époque le seul club. Alors, il y a dans ces changements de coach, il y en avait un seul qui avait été à l'époque logique, c'était celui d'IB avec Seoane qui était arrivé au bout de quelque chose à IB. Et puis, mais sinon, c'est des changements pour manque de résultats. Le seul club qui a donné confiance complète à son coach et qui a laissé travailler, c'était le seul club qui a fait ça, c'est Thun. Donc déjà à l'époque, il y avait beaucoup de clubs qui parlaient et qui disaient oralement on veut faire comme, enfin on veut suivre le modèle tournois et qui ne le faisaient pas. Et je pense que c'est encore d'actualité aujourd'hui. Parce que ce club, il est quand même, même si par moment on se dit bon bah il a raté la montée telle année, il a pas, on n'a pas cette sensation qu'on a avec nous ou qu'on a avec un autre club historique de ce pays qui est en Challenge League, Arrow, où on a l'impression que le club excuse-moi, hein, mais se meurt. Moi, Haro a beau friser des promotions de quelques-unes depuis quelques saisons. C'est vraiment pas un club qui, au début de la saison, au début de la saison, je considère comme une vraie menace pour la promotion, parce que je sais qu'il y a toujours cette espèce ouais, je veux pas dire de culture de la loose, parce que je veux pas être méchant, mais tu sens qu'il y a quelque chose de pas complètement. Enfin, tu sens qu'il n'y a pas exactement toutes les pièces qui sont au bon endroit dans le puzzle pour viser une promotion et pour être un cadre de Challenge League. Toon, malgré tout, comme tu l'as dit, bah, de nouveau là, c'est Lustrinelli en l'occurrence qui est sur le banc. Mais tu sens un projet, tu sens une vision à long terme qu'on sent pas chez nous et qu'on sent pas dans d'autres clubs où on devrait la sentir.
Ouais, et puis cette continuité, elle est pas uniquement dans le cadre de l'entraîneur, hein. Toon, il y a un homme clé, c'est Andrés Gerber, hein. Oui, bien Andrés sûr. Gerber, actuellement, il est président du FC Toon, hein. Il est plus le directeur sportif, mais il en a été le directeur sportif Il a entre été joueur. 2009 et 2021. Voilà. 12 années. 12 années de directeur sportif, ancien joueur du club, Ouais. qui connaît parfaitement la philosophie du club sur le bout des doigts, qui déjà à l'époque, quand Urs Fischer l'entraînait, disait nous, machin, modèle famille, mais c'était vraiment un modèle qui avait tenu sur plusieurs années. Sur plusieurs années. Et je crois d'ailleurs qu'au moment où Claude Riff cite l'exemple Tounois, ça, c'est aussi au niveau purement et simplement de la structure assez précise du club, sauf erreur de ma part. Donc, on est sur la saison 2018-19, je sais pas où ça en est maintenant, mais le FC Toon, il y a des moins de 16, il y a des moins de 18, il y a des moins de 21. Donc, il y a en plus de ça, au niveau des différents échelons du club, il y a suffisamment d'équipes juniors pour que ben, les moins de 16, ça monte en M18. Les moins de 18, éventuellement, ça fasse une étape intermédiaire par les moins de 21. Et puis, ben, une fois que tu as passé les moins de 21 et que tu es prêt pour être pro, ben, tu es intégré en première équipe. Mais le coach de la première équipe reste longtemps. Les coachs qui travaillent dans les équipes juniors travaillent sur la durée et on leur fait confiance sur la durée. Et bizarrement, comme par magie, ça marche. Ça marche. Effectivement, hein, Andrés Gerber, bah, qui est encore officiellement, il est président, mais il assume encore les responsabilités de directeur sportif. Et voilà, c'est un enfant du pays, hein. Il est né à Belp, c'est entre Berne et Thun. Oui, oui, Et belle. puis voilà, il finit sa carrière du côté de Thun. Ensuite, il intègre le club et puis il développe un bon carnet d'adresses. Enfin voilà, on a la recette aussi du succès pour un club qui ne roule pas sur l'or, Non. mais quand même qui investit bien son argent. Et puis Thun, ben voilà, ils peuvent quand même se targuer il y a quelques années en arrière d'avoir joué la Ligue des Champions avec cette philosophie-là. Et puis je pense qu'ils peuvent en être très fiers. Et voilà, c'est vraiment un modèle. Enfin voilà, t'étais présent à cet épisode, donc voilà, on avait beaucoup apprécié la manière dont Guillaume Fèvre avait parlé de Thun, puisque lui aussi il connaît très bien la maison là-bas, hein, pour y avoir joué durant de nombreuses années. Donc voilà, on s'étale un petit peu là-dessus, mais je pense qu'il y a de quoi s'inspirer pour construire un projet aussi pour ramener Xamax en Super League dans ce club de Thun, parce que bah voilà, la ville de Neuchâtel est même un peu plus grande que celle de Thun. Il y a du potentiel pour ramener du public à Maladière. Le public à Maladière, il attend que les succès pour revenir à nouveau vibrer. Donc, voilà, c'était un petit peu la conclusion de ce débriefing de match. Du coup, Osvaldo, t'as envie de dire Juste quelque chose? Oui, une vas-y, le toute mot dernière, final pour toi. une toute dernière parenthèse, puisque tu t'es étendu sur Gerber, sauf erreur de ma part. Il était joueur dans l'équipe qui avait joué la Ligue des Champions en plus en 2005. Donc pour le coup, je veux dire, je crois, hein, si je peux dire des bêtises, tu t'étais peut-être plus, tu suivais le foot à l'époque depuis Ouais, plus ouais, longtemps non, que il y était, clairement. il y était. Clairement, Donc voilà, il a joué peut-être 7-8 saisons à Toul, je pense, et puis c'était dans cette voilà. période-là, puisqu'il a mis fin à sa carrière en 2009 quand il a pris ses fonctions de directeur Voilà. sportif. Donc oui, il a Et joué la puis, Champions League, Andrés Gerber, clairement. et puis je crois que l'année, bah, tu dis retraite en 2009, et puis 2009-2010, tout le monde déjà avec Murat Yakin en Super League, et puis pose de très très gros problèmes à des équipes. C'est la première remontée depuis la fameuse affaire d'abus sexuels qui les avait entachés à un moment donné. Et déjà à ce moment-là, c'est une équipe qui s'installe. Bernard Chaland pourrait nous en parler. Il est passé par le club où ça travaille avec beaucoup de sérieux. Enfin bref, c'est quand même voilà, c'est un modèle pour pas mal de clubs au budget limité dans ce pays. Mhm, totalement. Voilà, on va passer à la rubrique suivante.
Alors, la rubrique suivante, c'est le briefing du prochain match. Alors, on a longuement parlé d'un club dont il fallait s'inspirer. Et là, maintenant, Osvaldo, on va évoquer un club pour lequel il faut pas s'inspirer pour construire un Exactement. projet cohérent pour la Challenge League et pour remonter en Super League. On va évoquer l'AC Bellinzone, c'est notre prochain adversaire. Alors, l'AC Bellinzone, ils sont actuellement huitième au classement, juste derrière nous avec 34 points. C'est la huitième équipe à domicile, conforme à leur classement global, avec 20 points, 5 victoires, 5 nuls et 6 défaites, dont une contre nous lors de la première confrontation où c'est entre deux équipes. Ils ont marqué 36 buts, ce qui en fait la moins bonne attaque à égalité avec Chafouz, juste derrière. Non, ils sont vraiment la moins bonne attaque avec Chafouz, puisque Nyon a quand même marqué plus de buts. 55 buts pris, ça en fait la septième défense. Un but de moins pris par rapport à nous. Au niveau de la trend, elle est pas si mauvaise hein, pour Bellinzone. Un nul, deux victoires, une défaite et un nul sur les cinq derniers matchs. Au niveau de leur top scorer, on a Nivo Kadzi qui est un des meilleurs buteurs du championnat avec 12 buts, une passe décisive. On a deux joueurs à 4 buts et 6 passes décisives, à savoir Nassim El Ghoul et Johan Nkama. Et Thomas Chacon est à 4 buts. Pour ce match contre Xamax, ben, sans pépin pour eux durant les jours qui restent, il y aura très peu d'absents, aucun joueur suspendu. Et dans les joueurs importants, on a Sorensen et Sangaré qui a manqué le dernier match qui sont absents, mais sinon, tous les joueurs seront à disposition. Au niveau de Xamax, ben, les stats n'ont pas bougé depuis le dernier match puisqu'on n'a de nouveau pas inscrit de but. Toujours Demassai, 10 buts, 9 passes. Moulay, 5 buts, 4 passes. Touati, 3 buts, 5 passes. Et 3 joueurs à 4 buts, 2 passes. Fatkic, Cabral, Onyekashi. Là, au niveau des absences, ben, il y en aura un petit peu plus du côté de Xamax. Donc, Onyekashi, Führer, Sidibé, Ramizi ne fouleront probablement pas la pelouse du Stadio Comunale. On attend un peu des nouvelles de Jonathan Fontana. Et, alors, Yoann Epito, avec sa blessure abdominale, manquera encore le déplacement. Je pense que, enfin, d'après ce qui a été annoncé, il va encore manquer deux, trois matchs. Il sera peut-être de retour juste pour la fin de la saison. Michael Facchinetti, on n'a pas plus d'informations que ça. Et puis Gunnarsson qui est sorti à la mi-temps sur le dernier match, ben, comme je l'ai dit avant, c'est des soucis en lien avec le synthétique. Donc à voir comment il a pu récupérer durant la semaine et voir s'il sera apte à tenir sa position. Et on aura un joueur suspendu qui a pris son quatrième carton jaune, c'est Euclides Cabral qui a décidément passé un mauvais match. Il a provoqué le penalty du 1-0 et puis il a pris un carton jaune sur la dernière intervention du match, un carton jaune logique. Donc il sera suspendu. Alors en préambule, on va espérer que Jonathan Fontana et ou Michael Facchinetti seront de retour. Sinon, bricolage en vue pour la défense pour Anthony Breza Osvaldo. Oui, oui, ben, voilà, on est bien obligé de faire avec les moyens du bord. Maintenant, ça fait partie de ces équipes, où on peut, enfin, contre lesquelles on peut encore espérer quelques satisfactions d'ici la fin de saison. Hem, je pense que qu'on est dans ces matchs qui sont quand même un tout petit peu plus à notre portée malgré les absences. Et comme on n'a plus rien à jouer enfin, que ce soit lutte pour le maintien ou lutte pour la montée, et ben, voilà, c'est au présent de démontrer, comme tous les matchs de cette fin de saison, de démontrer qu'ils veulent rester au sein du club l'année prochaine, qu'ils méritent leur place au sein de l'effectif l'année prochaine, et puis espérer ramener un bon résultat du Tessin. Alors, la météo s'annonce très bonne du côté du Dieu, Tessin. Franchement, c'est toujours agréable d'aller jouer au Tessin comme ça fin avril, début mai, hein, surtout à 18h. Ça sera des bonnes conditions pour jouer au foot. Alors, Bellinzone n'a mathématiquement pas assuré son maintien, mais ils ont sauf erreur 10 points d'avance sur Chafouz, alors qu'il en reste 12 à jouer. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Ils ont 9 points d'avance alors qu'il en reste 12 en jeu. Donc, sauf énorme performance de Chafouz et grosse catastrophe de leur côté, leur maintien est assuré.
le nôtre, il est, j'ai envie de dire, le haut du classement est aussi presque insaisissable. Là, Stade Lausanne est à 5 points, donc je pense que on terminera au mieux septième de cette saison. Donc, moi, j'ai envie de dire, mais lâchez-vous, les deux équipes, proposez-nous du spectacle, et puis voilà, faites-vous plaisir au-delà de peut-être vous offrir des contrats pour la saison prochaine. Donc, moi, j'ai envie d'assister à un match vraiment spectaculaire où les deux équipes se rendent coup pour coup. Mais on le sait aussi, voilà, Bellinzone, c'est une équipe qui peut surprendre et des fois développer du beau jeu comme ils l'ont fait. Mais c'est aussi une équipe qui peut un peu bloquer tout et puis parquer le bus et puis avoir des matchs un petit peu plus compliqués contre eux. Donc, on ne sait pas quel Xamax on aura pour ce match, on ne sait pas quelle Bellinzone on aura pour ce match parce que je pense que Osvaldo, et peut-être tu me diras que tu n'es pas d'accord, mais je pense que Bellinzone et Xamax sont les deux équipes les plus irrégulières de la ligue. C'est-à-dire, c'est à mon avis les deux équipes qui ont un écart entre quand ils jouent bien et quand ils jouent pas bien le plus énorme. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis assez d'accord avec toi, je te C'est des rejoins. équipes qui ont fait des bonnes performances, des bonnes prestations, comme des prestations très très compliquées à regarder, et j'imagine pour eux à vivre sur le terrain. Et ben la zone, ils sont un peu comme ça aussi, hein. Je veux dire, quand ils ont perdu contre nous, ils ont livré une copie absolument infâme. Nous, on a été bons, mais ils ont été très mauvais. Et par contre, quand ils sont venus à la Maladière, ils ont fait deux bonnes prestations. La première, ces deux matchs qui se sont achevés sur des matchs nuls. Le premier, ils auraient dû le gagner, objectivement, Oui, oui, Bellinzone, ce match. ils nous Et tuent dans puis le le jeu. deuxième, ben voilà, on n'a pas tué le match. Et puis on a été punis, mais ils y ont cru. Et puis ils ont quand même voilà, pris leur chance quand c'était possible pour eux de la prendre. Donc quand ils sont venus à la Maladière, je les ai trouvés plutôt bons, Bellinzone. C'était pas la pire équipe qu'on a vu passer à la Maladière cette saison. Mais du coup, ben voilà, leur classement reflète ça aussi, hein. Ils sont pas septième, on n'est pas septième et huitième par hasard. Ben, c'est parce que les prestations sont très inégales. Mais j'ai vraiment été marqué par ça. Donc voilà, on pourrait avoir un bon Xamax et un mauvais Bellinzone, ou l'inverse, où on pourrait avoir deux mauvaises équipes ou deux très bonnes équipes. Donc c'est très difficile de prédire qu'est-ce qui va se passer sur ce match, et encore moins de prédire qui va le gagner. Je pense qu'on était beaucoup plus affirmatif la semaine précédente quand il fallait parler du match contre Thun. Donc voilà, tu vas faire le voyage du Tessin, Osvaldo. Tout à fait, avec les supporters. Je suis d'ailleurs ravi quand même que la météo soit au rendez-vous, parce que mine de rien, le dernier match à Bellinzone, contre Bellinzone la saison passée, c'était aussi joué à cette période-là. C'était un vendredi soir et on avait la Oui, il y avait de météo la mail. flotte, hein. Ouais, on avait la météo Made in 2024 où vraiment, 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 on n'avait pas été servi. Là, pour le coup, ça va être une magnifique journée où je pense que même les pantalons courts seront sortis, ce qui ne me déplaît pas du tout. Et de ce point de vue-là, je me dis au moins c'est une belle journée de déplacement avec du beau temps au rendez-vous. Espérons que ça illumine nos joueurs sur le terrain, si je peux me permettre de faire un peu de poésie. Ouais, alors c'est paradoxal, on fera un des déplacements les plus longs de la saison, mais il y aura beaucoup de monde de Xamcast du côté du Stadio Comunale, puisque outre toi et moi, on a également Michael et Colin qui feront ce déplacement. Donc ça, c'est rare qu'on soit quatre de l'équipe pour les matchs à l'extérieur, hein. Je dis bien à la Maladière, ça nous arrive très très souvent Évidemment. d'être à 4 voire plus. Mais c'est surprenant que ce soit le match de Bellinzone qui fasse le plus beau score pour En, le en même déplacement. On temps, espère que les supporters se déplaceront quand même et profiteront peut-être de passer un petit week-end au Tessin si l'aller-retour vous fait un petit peu trop. en, en Donc, même temps, en même temps, hein, quand les horaires ils sont propices à ce que les gens viennent au stade, trois petits points. Non, je me permets cette petite pique parce que c'est oui, vrai que oui, non, c'est. mais après, le FC Bellinzone, c'est comme le FC Vaduz quelque part. Tout le monde doit faire un long déplacement pour aller les voir. Voilà, Et ils ont compris qu'ils ramenaient plus de monde en jouant le samedi ou le dimanche qu'en le jouant le vendredi soir à 19h30 ou 20h15. Donc, des tout fois, à ils n'ont fait. pas le choix. Mais quand même, je crois que sur leur calendrier de leur match à eux, c'est quand même souvent le samedi. Bellinzone en particulier, hein. Il me semble que Vaduz préfère le dimanche après-midi, mais Bellinzone joue très, très souvent le samedi à Mais 18h. ça fait depuis 3 saisons maintenant qu'ils sont revenus en Challenge League et sauf erreur de ma part, c'est la troisième fois qu'on va jouer un samedi soir chez eux.
Ouais, C'était ouais, le ouais, non, cas, c'était le cas en 2022-2023, ben, en août 2022, quand il y a le dernier match d'un de nos coachs à la barre. C'est le cas en octobre de cette saison et c'est le cas de nouveau ce week-end. Donc voilà. exact. Il y a eu une fois ou deux vendredi 19h30 et souvent beaucoup, beaucoup, Et il beaucoup y de a eu un fois dimanche aussi à 14h15, ouais. 14h15. Il y en a eu un, ouais, je crois la saison Dernière. euh, 23-24, il me semble qu'il y a un petit 1-0 Ouais. là-bas. Ouais, du coup, il y avait ça. Donc, bah, du coup, c'est assez bien vu de la part des dirigeants de Bellinzone d'essayer de faire venir, de donner plus de chances aux supporters adverses de se déplacer. C'est pour l'ambiance et puis c'est aussi dans l'intérêt financier pour eux, hein. Ça rapporte de l'argent d'accueillir les supporters adverses quand même. Donc, euh, donc voilà, on espère une belle fête du foot, mais vu les antécédents des matchs là-bas entre les deux équipes, on va pas trop placer d'espoir non plus d'avoir un match de folie entre ces deux équipes. Voilà, on va juste espérer pas ressortir avec trop de blessés supplémentaires parce que l'infirmerie elle est de nouveau pas mal remplie. Voilà, du coup ça me permet de vous dire que comme pour les longs déplacements ou autres, l'enregistrement de l'épisode aura lieu plutôt le lundi en début de semaine puisqu'il faut laisser un peu le temps à voilà à tout le monde de revenir. Ok, on peut passer à la conclusion de l'épisode, Osvaldo, je crois, hein. Mhm. La première chose que je voulais vous dire, ben, je viens de la dire, c'est que le prochain épisode aura lieu, pas le dimanche soir, mais le lundi de la semaine après. Donc de nouveau, il y a un petit décalage. Le décalage, ce coup-ci, il était lié au fait que j'étais vraiment très pris durant le week-end et le début de semaine. Donc c'est pour ça que vous aurez votre épisode d'examen seulement un mardi soir. La deuxième chose que on voulait vous parler, on voulait ben, tout simplement déjà adresser nos félicitations à nos voisins et amis du FC Bienne pour leur magnifique qualification en finale de la Coupe de Suisse qui aura lieu le 1er juin prochain au Wangdorf, où ils seront opposés au FC Bâle. Alors, on sait qu'il y a une amitié entre les supporters de Neuchâtel Xamax et du FC Bienne. Il y a beaucoup de supporters qui sont fans des deux clubs, qui viennent d'une ville, mais qui sont fans des clubs des deux villes. Et puis, on voulait vraiment leur adresser nos félicitations, mais on voulait aussi un peu parler de nos expériences croisées de ce match, Osvaldo, puisque moi, j'étais dans la tribune presque, enfin à côté, puisqu'il n'y avait pas de la place pour tout le monde. Et puis toi, tu étais en immersion au milieu du magnifique COP du FC Bienne. Et puis franchement, quel kiff ce match, Osvaldo. J'adore la coupe pour ça, Mirko. J'adore la coupe pour ça, et c'est vrai que moi, je véhicule souvent cette idée que finalement, c'est vraiment de l'émotionnel de 90, voire 120 minutes de match, et que quand tous les éléments sont réunis, tout, mais alors tout, tout, tout peut arriver. Et ça, vraiment, en fait, il y a deux choses. C'est que j'ai évidemment vécu une soirée absolument mémorable samedi. C'est vrai qu'au moment de l'ouverture du score, je te laisse imaginer la joie des supporters autour de moi. C'était un délire dans ce COP. Et puis, j'ai aussi été, enfin, donc c'est l'émotion, la fête sur place. En tout cas, le début de la fête, parce que j'ai dû partir assez tôt, malheureusement, pour des questions de logistique et de transport public pour rentrer à la maison. Mais j'ose imaginer qu'ils ont fait la fête une bonne partie de la nuit. En plus de ça, d'assister à une équipe de troisième division qui se qualifie pour la finale chez elle, devant son public, dans un derby bernois, lors de la 100e édition de la Coupe de Suisse, parce que c'est le 100e anniversaire cette année, et de me dire, dans ma vie de fan de foot, j'ai assisté à la première qualification en finale de l'histoire d'un club de troisième division, c'est un truc absolument merveilleux. Moi, franchement, je suis extrêmement content pour eux.
Je suis extrêmement content pour le coach parce que c'est vrai que j'ai eu des précisions sur son profil de carrière, que très, très récemment et de par son âge, de par son profil, de par, le fait qu'il est en train de jouer une promotion Challenge League et qu'il n'a pas encore la licence UEFA Pro pour entraîner au, au, à l'échelon d'en dessus, ça prouve un petit peu aussi le peu finalement de prévision qu'avait, enfin, à quel point c'est une surprise quand même de voir bien et à quel point peut-être eux, de leur point de vue, ils n'avaient pas prévu de se retrouver à ce niveau. Et quel que soit le résultat de la finale contre Bâle, parce qu'on est bien d'accord qu'ils partent avec un net désavantage, il faut vraiment que les Biennois se souviennent de cette saison. Et puis, enfin, les joueurs biennois de ce qu'ils ont procuré à leur public et le public de ce qu'ils ont vécu. Parce que vraiment, c'est une ville qui le mérite. Moi, j'avais été déjà très très triste pour eux que la faillite intervienne en 2016, l'année où ils avaient pris possession de leurs nouveaux locaux. Et de les voir revenir à ce point-là, parce qu'ils sont en course pour la montée en Challenge League et en finale de coupe le 1er juin, c'est vraiment merveilleux. Et je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Et puis, en termes d'émotion, ce match, c'était juste incroyable. On a vibré à un point très, très haut. Alors, moi, c'est clair, je suis Neuchâtelois et je suis avant tout fan de Xamax, mais comme de nombreux Neuchâtelois, j'ai beaucoup de sympathie pour ce club. Et j'étais immergé au milieu de plusieurs supporters biennois et j'ai vibré exactement de la même manière. J'ai exulté sur le but, j'ai exulté sur les buts annulés de Young Boys. Enfin, il y a cet ascenseur émotionnel, c'était une vraie demi-finale. Vous avez entendu aussi les interviews qu'on a pu faire de Freddy Mveng et puis de Benjamin Roth. Ils ont aussi vécu ces émotions très, 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 très fortes. Et puis, pour la ville, pour le club, c'est juste magnifique. Et qu'ils la gagnent ou qu'ils la perdent, cette finale, alors c'est sûr qu'ils aimeraient la gagner, hein, puis l'ajouter au palmarès du club. Et puis, ils vont tout faire pour le faire. Mais quelle que soit l'issue, ils en sortiront grandis. Ça sera de toute façon une magnifique histoire. Et puis, ça confirme aussi quelque part cette tradition qu'a le FC Bienne avec la coupe. On a assez souvent parlé avec nos anciens Xamaxiens, hein, Laurent Walter, on a parlé avec plusieurs d'entre eux qui sont passés par le FC Bienne durant les dernières années. Il y avait déjà une belle tradition avec une demi-finale à Tourbillon contre Sion, mais là, c'est encore l'échelon au-dessus. Et puis voilà, on ne sait jamais, c'est un match, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Actuellement, le FC Bâle marche sur l'eau grâce à un homme, grâce à Xherdan Shaqiri essentiellement. Shaqiri, il peut se blesser durant la fin de la saison. Enfin, voilà, un joueur en moins, ça peut des fois totalement changer la donne. Il peut se passer encore plein de choses d'ici le 1er juin. Donc voilà, vraiment un moment comme ça, un peu hors du temps, dans une saison on va dire, moitié gris clair, moitié gris foncé pour ce qui s'agit de Xamax. Donc, ça a fait aussi plaisir d'avoir des émotions comme ça fortes au stade avec une issue positive pour le club qu'on était venu soutenir Osvaldo. Et puis, bien évidemment, très content pour les anciens Xamaxiens du FC Bienne. Ben, on l'a évoqué, il y a Freddy Mveng, il y a Benjamin Roth, mais il y a aussi Safet Alic, il y a aussi Nicolas Maurer, et j'espère ne pas en oublier. Non, j'en ai pas oublié. Donc voilà, très content aussi pour eux, et puis la perspective de les voir vivre une finale, ou revivre, puisque Freddy en a déjà disputé une avec nous, une finale de coupe. Et puis, un petit clin d'œil spécial justement à Freddy, parce que vous l'avez peut-être lu dans la presse, il nous l'a dit, je ne sais pas s'il l'a dit à l'interview ou après l'interview, non, il me l'a dit après l'interview, il a joué avec une déchirure musculaire de 3 centimètres au niveau de la cuisse. Donc voilà, je pense que ça aurait été un match de championnat classique, il aurait pas joué ce match. Donc voilà, chapeau à lui. Alors quand il est sorti, il était quand même cuit, hein, mais on voyait qu'il boitait assez bas. Mais voilà, chapeau à lui. Et puis, je pense qu'il symbolise très bien cet esprit guerrier qu'a eu le FC Bienne. Tous les joueurs du FC Bienne ce soir-là. Et il fallait ça pour renverser un Young Boys. Alors, on va quand même le dire à côté de son sujet, Osvaldo, quand même, hein. Oui, 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 mais bon, pour moi, il y a deux éléments dans ce cas-là. C'est que oui,
pour moi, je le dis toujours, donc pour ces exploits en coupe, il faut les deux éléments. Il Bien faut, sûr. euh, il faut que le favori passe un tantinet à côté de son sujet et il faut que l'outsider fasse le match de la life, de la vie. Mais il faut les deux. C'est-à-dire que même un IB médiocre sans un Bien qui avait parfaitement répondu présent au rendez-vous, c'était pas possible de faire cet exploit-là. Et moi, c'est ce que j'aime bien avec la coupe, c'est que finalement, il y a ce côté euh, même qu'on peut donner à la vie de tous les jours, hein, qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours. C'est concentre-toi sur le jour J, demain est un autre jour. Et puis, il y a ce côté l'histoire, il y a ce côté l'histoire que tu racontes, parce que finalement, c'est aussi ça qui est beau, c'est de voir les hiérarchies un peu bousculées. Et puis, tu l'as dit, hein, Bien avait une grosse tradition de la coupe pendant quelques années, avec Philippe Perret comme entraîneur, mais a souvent raté l'étape finale et a souvent subi des éliminations qui laissaient quand même un goût amer. T'as parlé de la demi-finale contre Sion en 2011, ils menaient au score. Tu prends l'année suivante, ils sont menés par Sion en quart de finale, mais ils perdent de très très peu. Et si tu prends les équipes qu'ils ont éliminées à la Gourtsolane, quand ils jouaient encore à la Gourtsolane, dans ces années-là, ça s'appelle Lucerne, ça s'appelle Servette, ça s'appelle Bâle. Et moi, je pense que c'est aussi, puisqu'on est supporter de Xamax, quand même se rappeler que cette compétition, elle se joue beaucoup, 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 beaucoup dans la tête. Et que tu dois être au top mentalement pour pouvoir réussir des parcours dans cette compète. Parce que de pouvoir tenir la tête dure pendant une prolongation, de pouvoir tenir la tête dure pendant une éventuelle séance de penalty, c'est le mental, plus que les jambes. Et à un moment donné, c'est la tête qui commande les jambes. Donc, Totalement, ouais. On fera la conclusion en citant un petit tweet que j'ai lu cette semaine qui disait, ben voilà, le FC Bienne a battu plus d'équipes de Super League en 2025 que le FC Sion. ouais, 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 alors ça, je suis pas sûr que les supporters raison l'apprécient beaucoup, mais c'est une réalité mathématique. C'est une réalité mathématique, mais je pense que les supporters lausannois, genevois et neuchâtelois adorent ce petit tweet. Et les Ouais, supporters biennois aussi, bien évidemment. je pense aussi, ouais. Je pense aussi. Voilà. Merci à tous pour votre écoute semaine après semaine. Et puis, bah, merci à toi, Osvaldo. Et on s'entend la semaine prochaine. Bye bye. Merci, bye bye.